de vous acc- Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour la conférence organisée par la commission scientifique. Donc, c'est une conférence ce soir d'Olivier Lanné sur la radiolocalisation. Donc, Olivier Lanné, c'est un spéléo de Haute-Savoie, donc qui est très impliqué. C'est un spéléo-plongeur aussi, qui est très impliqué dans le secours et qui a des compétences. Donc, il va nous faire profiter de ses compétences en électronique et il va nous présenter ses recherches et ce qu'il a pu mettre au point sur une balise de radiolocalisation. Donc la conférence est prévue pour environ 50 minutes, 1 heure. Euh, Si vous avez des questions, je vous demanderai de ne pas interrompre Olivier, de les écrire dans le chat. On les reprendra à la fin de la conférence d'Olivier. Pour économiser de la bande passante et permettre qu'Olivier puisse s'exprimer de manière fluide, je vous demanderai aussi de couper vos micros, ça évitera aussi les échos, et de couper vos caméras. Voilà, je vous remercie à tous d'être présents. Il y a une bonne affluence ce soir avec 25 personnes connectées. Et je donne la parole à Olivier. Et, Et euh, et la conférence est enregistrée. et la conférence sera enregistrée. Merci Alexandre et bonsoir à tous. Donc bon, les présentations ont déjà été faites, on va entrer dans le vif du sujet. Donc sur la radiolocalisation, en fait j'avais prévu de faire deux parties. Une, on va dire, grand public que je vais présenter ce soir, sur les généralités et le principe de fonctionnement, dans le but de partager un peu l'état des connaissances. Et ce sera un peu dans la continuité de la présentation que j'avais déjà faite à l'UIS cet été. Et puis, je propose que toute la partie vraiment technique, réalisation et autres, se fasse dans une deuxième partie un peu plus tard. Probablement l'année prochaine. Donc, on va commencer pour voir les besoins de faire de la Non, ça va, radiolocalisation. pas aller. Pas les deux en même temps, il y a de l'écho là, c'est insupportable. Ouais, il me semble qu'il y en a qui n'ont pas fermé leur micro. Ouais, mais merci à tout le monde de fermer vos micros. Nicole, Surtout Nicole. c'est toi, tu peux fermer ton micro s'il te plaît? Et ensuite, je vais parler des phénomènes physiques qui rentrent en jeu et qui vont en fait être prépondérants pour dimensionner les antennes. Et ensuite, je vous montrerai comment faire concrètement de la recherche et puis je finis sur transmission de données. Parce que la balise peut aussi servir, une fois qu'on a une communication radio, à transmettre des données. Sur les besoins, intuitivement, on se rend compte qu'on a besoin de connaître les coordonnées d'un point sous terre. Alors, soit pour faire une jonction dans une cavité déjà connue, on peut imaginer derrière un obstacle, derrière un siphon ou derrière une trémie dangereuse pour éviter l'obstacle. Et sinon, pour recaler une topographie un peu longue ou peu précise, moi, je pense notamment à des fois ce qu'on peut faire en plongée ou dans les siphons avec le froid, on n'est pas super précis. Ça permet de recaler les topographies par la suite. Et le deuxième besoin, c'est de transmettre des données numériques. Alors par contre, on n'aura pas un débit très élevé, mais un débit qui permet par exemple, de faire communiquer un capteur de pression, de température, de CO2. Si on veut juste remonter une valeur toutes les 5 minutes, c'est largement suffisant. Et l'autre application que je vois, c'est pour envoyer des messages courts type SMS. Les phénomènes physiques qui rentrent en jeu. Donc j'ai repris un schéma qui a été fait par Yann Drummond il y a presque 30 ans de ça, qui a été publié dans une revue Magnetic Moments, et que j'aime bien parce qu'elle reprend vraiment les grandes lignes.
Donc, si on regarde en détail, en premier, on va parler de l'antenne d'émission. Il faut fournir de l'énergie pour créer un champ magnétique. Donc, qui dit fournir de l'énergie, ça veut dire qu'il va falloir une batterie qui soit dimensionnée en fonction de la puissance qu'on veut fournir et de la durée pendant laquelle on veut émettre. Ensuite, le champ magnétique va traverser, on va dire, la roche jusqu'à atteindre l'antenne de réception. Et on verra que quand il va se propager dans la roche, il va être atténué. Il va être atténué de deux manières. Déjà, il va diminuer au cube de la distance entre l'antenne d'émission et de réception. Et ensuite, il va être atténué de manière exponentielle du fait que le calcaire est un conducteur électrique. Ensuite, il y aura quand même une certaine énergie qui va arriver dans l'antenne de réception. Donc là, on verra en fait comment convertir un rayonnement magnétique en énergie électrique. Et malheureusement, l'antenne de réception ne va pas recevoir que le rayonnement émis par l'antenne d'émission. Elle va aussi recevoir d'autres rayonnements qui peuvent être d'origine naturelle, comme des phénomènes météorologiques tels que des orages, ou des phénomènes artificiels, comme le plus connu, c'est le 50 Hz qui est émis par les lignes de transport électrique par EDF. Et pour finir, en fait, l'antenne de réception, elle aura une limite en dessous duquel elle ne pourra plus détecter le signal. Et ce seuil sera déterminé entre autres par le bruit extérieur, mais aussi par le bruit intrinsèque à l'électronique de l'antenne. Donc je vais vous proposer de reprendre en détail ces 5 points lors de la suite de la conférence. Donc on va commencer par l'antenne d'émission. Donc on a vu qu'il fallait des basses fréquences pour pas être trop atténué par le milieu. Ensuite, on a la possibilité de faire soit une onde électromagnétique, comme les radios et les talkie-walkie classiques, soit de générer un champ magnétique. Si on fait une onde électromagnétique, il faudrait que l'antenne soit accordée sur la longueur d'onde de la fréquence. Et là, si on tourne autour de 1 kHz, la longueur d'onde serait de 300 km, qui est, on va dire, inenvisageable de se trimballer sous terre avec une antenne de 300 km. Donc il ne reste que la possibilité de faire un champ magnétique. Et là, il se trouve qu'on peut générer un champ magnétique de manière assez, avec un outil assez compact, entre autres avec une antenne boucle. C'est ce que je représentais sur le schéma. Sachant que l'antenne boucle, elle a une forme, on va dire, qui convient bien, parce qu'elle présente un axe de symétrie le long duquel le champ magnétique va se propager de manière préférentielle. Et ensuite, le cercle, c'est la forme géométrique qui propose la plus grande surface pour un périmètre donné. Donc, c'est vraiment la solution idéale. Du coup, on va faire passer un courant dans cette bobine et ça va générer un champ magnétique dont l'intensité sera, on va dire, à peu près égale, si on est suffisamment loin, au nombre de tours de fil électrique multiplié par l'intensité du courant qui va passer dans le fil, multiplié par la surface de la boucle, et le tout en fait divisé par la distance au cube. On peut caractériser une antenne par son moment magnétique. Le moment magnétique, donc c'est le NIS. Ça permet vraiment de caractériser l'antenne. Et il faut si possible, il faut rechercher à avoir un moment magnétique le plus élevé possible, qui permettra
Bah, Je peux ces avoir les trucs sur distances les plus grandes. sur le. Ok, il y en a encore un qui n'a pas coupé le micro. Ah, Donc, augmenter le moment magnétique le plus possible dans les limites, en fait, on va dire, des normes européennes et industrielles de 370 ampères mètre carré. Au-delà de là, on peut avoir des effets sur le corps humain, mais je vous rassure, on sera quand même loin en dessous de cette limite. Pour augmenter le moment magnétique, on va supposer qu'on a une antenne unitaire. Donc on a une antenne qui fait un tour avec 1 ampère dans le fil et une surface de 1 mètre carré. Donc là, on aura un moment magnétique de 1. Comment faire pour essayer d'augmenter le moment magnétique? La première chose qui vient à l'esprit, ça serait de dire, eh ben, au lieu de faire un tour de fil, je vais faire 2 tours. Je vais mettre n qui vaut 2. Par contre, si je fais ça, je vais doubler la longueur du fil. Donc en fait, la résistance électrique va doubler et je vais également doubler l'inductance de la bobine. Et il faut savoir que le courant, en fait, ce sera la tension divisée par l'impédance. Et du coup, si je double le nombre de tours, je vais diviser par 2 le courant. Et au final, eh ben, le produit il restera inchangé. Donc là, j'ai rien gagné. En fait, si je vais quand même gagner un petit peu, c'est que j'ai divisé le courant, donc mon système il va consommer moins d'énergie. Il va consommer moins d'énergie pour émettre le même champ magnétique. Donc bon, j'ai pas fait un système plus puissant, mais j'aurai un système qui consomme moins. Si maintenant je veux encore essayer d'augmenter, ben, on n'a qu'à dire, ben, on va augmenter le courant du coup. Donc le courant, on a vu que c'est la tension divisée par l'impédance. Donc on va se dire, eh ben, je vais doubler la tension. Par exemple, au lieu de l'alimenter en 10 volts, je vais l'alimenter en 20 volts. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, dans ce cas-là, le courant, il est lui aussi doublé. Donc là, j'ai mon NIS, le moment magnétique, qui a doublé. Il a augmenté. Donc là, j'ai gagné. J'ai réussi à émettre plus de puissance. Mais par contre, ça, c'est au détriment de la puissance consommée. Parce que si j'ai doublé la tension, j'ai vu que j'ai doublé le courant. La puissance, c'est le produit de la tension par le courant. La puissance a été multipliée par 4. Donc, effectivement, je vais générer un champ magnétique plus important, mais je vais consommer plus d'énergie. Et jusqu'où je peux aller? Parce que si j'ai doublé la tension, je pourrais très bien la tripler ou la multiplier par 5. En fait, il va y avoir une limite intrinsèque, c'est que au bout d'un moment, je vais avoir de la haute tension. Et il faut savoir que le fil électrique, il aura un isolant autour de lui, un isolant qui va éviter justement de faire des arcs électriques. Et les fils qu'on utilise, en fait, de manière industrielle, le diélectrique est de 2000 volts. Donc ça paraît élevé, mais en fait non, dans la pratique, on monte très facilement jusqu'à 2000 volts, ce qui permet d'avoir un courant important, mais on n'ira pas au-delà de 2000 volts. Après, c'est difficile de trouver les fils, les condensateurs, l'électronique, donc ça sera la limite qu'on va se fixer. Par contre, si je veux encore essayer d'augmenter le moment magnétique, parce que c'est vraiment le but, hein, il me reste à jouer sur la surface. Donc là, je vais pas doubler la surface, je vais juste doubler le périmètre. Je vais faire un fil qui est 2 fois plus long. Donc le périmètre, c'est 2 pi/r, donc ça revient à doubler le rayon. Et la surface du cercle, c'est pi/r2, donc c'est au carré. Donc si je double le rayon, je fais un x4 sur la surface. Par contre, si je double la longueur de fil, comme j'ai vu tout à l'heure, la résistance va doubler et du coup le courant sera divisé par 2. Mais par contre, la surface, elle est multipliée par 4. Donc au final, divisé par 2, multiplié par 4, je suis quand même gagnant. Le moment magnétique a été multiplié par 2. Alors du coup, vous allez me dire, eh ben, je vais prendre une antenne d'autant plus grande, je vais prendre 2, 3, 4, 10 mètres de diamètre. En fait, non, il va quand même y avoir une limite physique à cette affaire-là.
c'est l'encombrement. Il faut penser que l'antenne d'émission, elle sera sous terre, il va falloir la transporter, il faut qu'elle rentre dans un kit. Donc on ne pourra pas avoir un encombrement géant. Même si j'en ai envie, je ne pourrais pas la transporter sinon. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour augmenter le moment magnétique? Il y a un truc qui est simple aussi, c'est d'augmenter le diamètre du fil. Au lieu de prendre un fil, par exemple, d'1 mm², je vais prendre du 2 mm². Et le fait d'augmenter le diamètre du fil, ça va me faire diminuer la résistance. Et si la résistance diminue, naturellement, le courant va augmenter. Et du coup, je vais augmenter le moment magnétique. Et ensuite, il y a un autre paramètre que j'ai passé sous silence jusqu'à présent, c'est le mu0, c'est le moment magnétique. Mince, je suis parti trop vite. Je fais le moment... Oh, je reviens. Le moment magnétique, en fait, je peux l'augmenter avec en mettant de la ferrite dans l'axe de la bobine. Donc là, j'augmente le mu0 et typiquement, si je mets un bâton de ferrite, je peux avoir un gain de entre 50 et 100. Donc ça vaut le coup encore. Par contre, la limite, si je fais ça, ça va être le poids. Parce que si je mets un fil plus épais, ça va être beaucoup plus lourd. Et si je mets de la ferrite, on va dire, c'est comme de l'acier, c'est une certaine masse. Donc la limite, ça va être le poids. Voire même le coût, parce que si je mets 1 kg de cuivre, coûte 60 €. Donc si je mets 1 kg de cuivre, mon antenne elle va me coûter au minima 60 €. Ensuite, est-ce que quelqu'un serait prêt à mettre 2 kg de cuivre et son antenne 120 €? Ben, peut-être pas. Donc limite le poids. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que selon comment on va construire son antenne, on peut très bien maximiser l'efficacité de l'antenne en jouant sur la puissance consommée. Donc on a vu, on va essayer de mettre de haute tension. Et en jouant sur la géométrie, on va essayer d'avoir une antenne la plus grande possible avec un nombre de tours élevé. J'ai mis tous les paramètres à plat sur cette diapo. On voit les paramètres mécaniques, donc le diamètre, le poids, la surface. Les paramètres du fil en cuivre, le diamètre du fil, sa longueur et le nombre de tours que je vais en faire. Les caractéristiques électriques de la bobine. Donc on a vu, il y a la résistance du fil, l'inductance de la bobine, la capacité d'accord. Et comme tout équipement électrique, il y aura aussi une limite en tension et en courant. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est les phénomènes physiques qui sont en dessous. Et je vais m'intéresser en particulier à certains phénomènes. Le temps de réponse. Parce qu'on a dit qu'on voulait faire de la transmission de données. Et cette constante de temps, en fait, va quantifier le temps que le système prendra pour se restabiliser après un changement d'état. Donc plus ce temps sera court et plus j'aurai un débit pour transférer des données élevées. L'autre paramètre, c'est la fréquence. Ma bobine, on a dit que je voulais l'accorder autour de 1 kHz. Donc ça va mettre des contraintes sur le L, l'inductance, et le C, la capacité. Ensuite, la surtension, on a vu qu'on voulait augmenter la tension pour essayer d'atteindre les 2000 volts. On voit que le rapport des tensions entre la tension d'alimentation et la tension de la bobine correspond à la lettre Q que j'ai mise, et la lettre Q, c'est le facteur de qualité. Il peut s'exprimer avec les paramètres électriques. Et le dernier élément physique à considérer, c'est le magnétique énergie, c'est la quantité d'énergie qui est stockée dans la bobine. Donc c'est 1/2 de Li au carré. Cette énergie-là correspond, est proportionnelle avec l'énergie qui va être transmise dans le milieu. Donc j'ai intérêt à ce que cette valeur soit la plus élevée possible. Sans rentrer trop dans le détail,
Ceux qui sont intéressés, ça sera peut-être la deuxième partie de la présentation dans quelques mois. En fixant des contraintes sur la fréquence, le temps de réponse, la surtension et l'énergie, cela, et puis des contraintes sur la dimension de l'antenne et son poids, cela va me fixer tous les autres paramètres. Ça va me fixer la résistance de mon système, donc le diamètre du fil de cuivre, sa longueur, le nombre de tours. Ça va me déterminer la capacité à mettre. Donc en fait, en partant sur ces contraintes-là, je me fixe tout le reste du système. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à dimensionner correctement une antenne. Du coup, qu'est-ce que ça donne dans la pratique? J'ai fait 2 antennes tubes, donc de longueur 50 cm. L'idée, c'est qu'elle rentre facilement dans un kit de spéléo. Et j'ai fait un petit modèle avec une bobine de 30 mm de diamètre et une autre de 40 mm de diamètre. Alors pourquoi? Si vous faites les calculs, vous verrez qu'entre 30 mm et 40 mm, je double presque la surface. Et ensuite, du coup, je vais la mettre dans un tube et pour la protéger mécaniquement. Et j'aurai donc un tube de 60 mm d'un côté, 70 mm de l'autre. Et avec des poids, du coup, ben, un peu moins de 2 kg pour l'une et un peu plus de 2 kg pour l'autre. J'ai mis une photo de la balise à plat. Si on regarde de gauche à gauche, on voit en fait le fil qui a été bobiné autour du mandrin de 30 mm. Ensuite, protégé par un scotch jaune d'isolation, j'ai la capacité d'accord, où là la tension peut monter jusqu'à 2000 volts. Et ensuite, j'ai la carte électronique de puissance qui va me générer mon signal, et la carte numérique, on va dire de logique, qui va me cadencer à la fréquence que je veux, voire qui va me faire de la modulation de phase pour transmettre des données. Et totalement à droite, c'est la batterie. Le tout tient dans un tube avec 2 bouchons étanches de chaque côté. Et puis en dessous, j'ai mis la photo pour comparer les tailles de la petite à droite et la plus grosse à gauche. Au milieu, là, dans les scotch, il y a les bâtons de ferrite pour augmenter du coup la perméabilité. Et j'ai aussi réalisé une antenne, alors du coup, de 1,60 m de diamètre. Donc autant la précédente, il fallait la positionner verticalement, autant celle-là, l'axe de symétrie, en fait, il faut qu'elle soit posée vraiment à plat au sol. Et là, pour la dimensionner, en fait, je suis parti légèrement différent de ce que j'ai fait pour les autres antennes tubes. J'ai acheté en fait une bobine, une couronne de fil de 100 mètres. Et je me suis dit, ben, quelle est la surface et le nombre de tours optimum pour profiter de ces 100 mètres? Et je me suis arrêté sur cette antenne-là. Alors rapidement, en fait, l'antenne, c'est un circuit oscillant, c'est-à-dire que l'énergie, elle va être à un moment donné stockée entièrement dans la bobine, sous forme de champ magnétique, et ensuite l'énergie va se transférer dans la capacité, d'accord? Et elle sera stockée uniquement sous forme d'énergie potentielle dans le condensateur. Et cycliquement, donc à 1000 fois par seconde, l'énergie va passer de l'un à l'autre, et au passage, elle va générer le courant électrique qui servira à faire le champ magnétique. Alors, si un circuit oscillant avec une bobine et un condensateur n'est peut-être pas intuitif pour tout le monde, il y a un autre circuit oscillant qui est facilement appréhendable, c'est la balançoire. Et la balançoire, en fait, c'est pareil. On va transmettre de l'énergie potentielle quand le joueur est en haut, à de l'énergie cinétique quand en fait la balançoire sera au point bas et aura beaucoup de vitesse. On va faire un transfert d'énergie potentielle, énergie cinétique, potentielle, cinétique, et en fait très facilement, en donnant une petite tape, une petite impulsion dans le dos, un bonhomme de, on va dire, 100 kg va pouvoir monter de plus d'1 mètre avec le système de balançoire en dépensant très peu d'énergie. Là, c'est le même principe.
C'est ce que j'ai mis sur le petit schéma à droite. En pointillé bleu, on va dire que c'est la tension dans le système oscillant. Et en trait plein rouge, c'est la petite impulsion. Donc je vais donner, quand je vais vouloir charger en tension mon système, je vais appliquer une tension un court instant en faisant circuler un courant dans la bobine. Et pour faire circuler un courant positif dans la bobine, je vais me rapprocher du schéma de gauche et je vais en fait fermer les deux interrupteurs que j'ai nommés S1 et S4. Comme ça, donc à gauche, j'ai une pile, une batterie. Et en fermant les deux interrupteurs, j'ai le courant qui va circuler de gauche à droite dans la bobine. Donc pendant, on va dire, 100 millisecondes, un temps très court. Et ensuite, je rouvre les quatre interrupteurs de 1 à 4. Je suis dans la période où j'ai pas de courant qui passe et le système oscillant fonctionne sur son mode propre, sur son oscillation propre. Et dès que je vais voir que la tension va passer en négatif, dans ce cas-là, je vais faire passer un court instant le courant dans l'autre sens. Et pour ça, je vais fermer l'interrupteur 3 et 2. Et on verra que le courant va passer de droite à gauche dans la bobine. Et ces deux petites impulsions vont me permettre de maintenir le système oscillant, on va dire, de manière un temps infini, quoi. Qu'est-ce que je peux rajouter? Les puissances de ma balise, je vais de 1 watt quand je fais des essais dans la maison ou à moins de 10 mètres, jusqu'à 100 watts quand je veux faire une grande profondeur. J'irai pas au-delà de 100 watts parce qu'en fait, après, ça chauffe trop et ça consomme trop d'énergie. Les batteries seront trop grosses, trop lourdes, difficilement transportables. J'insiste sur le fait que la balise doit être bien verticale pour le tube ou bien horizontale pour le cadre. Si je me trompe de 1 degré c'est insignifiant à l'œil, on s'en rend même pas compte. Ça me fera une erreur de plus d'1 mètre 50 à 100 mètres. Donc il faut vraiment que... Donc du coup, moi, la balise tube, j'ai fait un bouchon qui est percé dans son centre, de sorte que je la suspends au plafond de la galerie comme un fil à plomb. Comme ça, je suis sûr d'avoir la verticale. Et pour l'antenne octogonale, la grande, alors l'idéal, ça serait en fait de la poser sur un carimat qui flotterait sur la surface d'un lac. Comme ça, on est sûr d'être horizontal. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de regarder la transmission de l'énergie à travers le sol. Donc le deuxième point du premier schéma. La transmission d'énergie, on a vu qu'elle décroissait au cube de la distance. Donc là, j'ai fait un schéma où sur l'axe horizontal, j'ai mis la distance en échelle logarithmique. Donc 10 puissance 0, ça fait 1 mètre. 10 puissance 1, j'ai 10 mètres, 100 mètres, 1 km et 10 km. Et sur l'axe vertical, j'ai mis l'atténuation du signal en décibels. Donc on voit que par exemple, je perds déjà 40 décibels à 20 mètres de distance. Je perdrai 80 décibels à 500 mètres de distance. Et à 10 km, je perds 120 décibels. Donc, il faut avoir les ordres de grandeur en tête. Après, derrière, avec l'électronique, on va mettre des gains. On va mettre des gains de 40, 80 ou 120 décibels pour reconstituer le signal d'origine. Comme si, en fait, il n'y avait pas de distance. Donc ça, c'est vrai, on va dire, dans le vide. Si le champ magnétique ne traverse pas un milieu conducteur. On a vu que nous, la roche est conductrice. Donc du coup, elle va être atténuée par un phénomène qu'on appelle l'effet de Pau. L'effet de Pau dépend, on va dire, de deux grandeurs. La première, c'est la fréquence. Donc là, je l'ai fixée ici à 1 kHz. Et la deuxième grandeur, c'est la conductivité de la roche. Donc là, j'ai pris 3 conductivités. Donc en bleu, j'ai pris une conductivité de 10 ohms par mètre
qui va dire correspond à une roche très très fracturée et très humide, limite dans l'aquifère ou dans les épis aquifères, quoi, très très noyé. Et à l'opposé, en jaune, j'ai pris une roche qui a une conductivité de 1000 ohms par mètre. Et là, à l'opposé, ça correspond à une roche très compacte. Compacte, donc pas fissurée et pas humide. Et entre les deux, en rouge, ça sera une roche fracturée avec des galeries. Et puis, du coup, un film d'eau sur les parois de la galerie qui permettent au courant électrique de circuler. Donc, je vais me baser maintenant sur la suite sur cette valeur moyenne, donc la courbe rouge. Et du coup, l'épaisseur de peau correspond en fait à une distance à partir de laquelle on va perdre, on va dire, un tiers de l'énergie. Donc concrètement, comment ça se passe? Si jamais j'ai une fréquence de 100 Hz, donc l'axe horizontal, j'ai mis les fréquences, 100 Hz c'est 10 puissance 3, je remonte sur mon trait rouge et je vois que j'ai une épaisseur de peau de 500 mètres. Ça veut dire que si ma balise était à 100 Hz, tous les 500 mètres, je perdrais un tiers de mon énergie. Donc il se trouve que ma balise est à 1 kHz. 1 kHz, 10 puissance 3, j'arrive ici et je suis à 150 mètres. Tous les 150 mètres, je perds un tiers de mon énergie. Si jamais je veux faire une radiolocalisation à 300 mètres, donc à 2 fois 150 mètres, et ben au bout de 150 mètres, j'ai perdu un tiers, il me reste les 2 tiers de mon énergie, et je vais reperdre encore un tiers de ces 2 tiers à 300 mètres. Donc on voit que ça descend très très vite de manière exponentielle. Et si j'avais une balise à 10 kHz, là c'est tous les 40 mètres que je perds un tiers de l'énergie. C'est un phénomène exponentiel qui m'incite vraiment à utiliser une fréquence faible. Et si je regarde maintenant les deux effets cumulés, comment ça va se passer? Donc là, sur l'axe horizontal, j'ai remis la distance. Donc en pointillé, c'est dans le vide, donc l'atténuation en 1 sur la distance au cube. Et ensuite, si je veux prendre la courbe rouge, donc une conductivité moyenne, je vois que à 300 mètres de distance, j'ai déjà perdu 80 décibels. Et si je veux faire 1 km, dans ce cas-là, je suis à 120 décibels. Donc ça va très vite. Et alors c'est encore des ordres de grandeur où on peut mettre de l'électronique pour amplifier et faire un gain pour compenser cette perte. Par contre, on ne pourra pas à la guerre amplifier plus de 120 décibels. Et encore, il faut garder à l'esprit que là, c'est que l'atténuation liée à la propagation du champ magnétique dans le milieu. Je ne prends pas en compte le gain de l'antenne d'émission, ni le gain de l'antenne de réception, où là, en fait, j'aurai aussi des pertes, quoi. Mais ça permet de se faire une ordre d'idée des phénomènes. Et après, c'est pratique, on va dire, pour moi quand je fais des tests, parce que je vais faire des tests dans l'air, donc suivant la courbe en pointillé. Et ensuite, je pourrais très bien transposer le résultat dans une roche humide ou sèche, sans physiquement être obligé d'aller sous terre pour faire la manip. L'ordre de grandeur sera respecté. Voilà pour la transmission de l'énergie dans la roche. Maintenant, je vais m'intéresser à l'antenne de réception. Donc l'énergie va arriver dans l'antenne de réception. Comment l'antenne va faire pour transformer ce champ magnétique en tension électrique? Eh bien, en fait, les premiers à s'être posé la question, c'est conjointement, c'était Lenz et Faraday, qui ont étudié le phénomène et qui se sont rendus compte qu'en fait, si j'ai une boucle électrique immobile qui est dans un champ magnétique variable, dans ce cas-là, cette boucle sera soumise à une force électromotrice dont l'intensité est fonction de la surface de la boucle, de l'orientation de la boucle
par rapport aux lignes de champ magnétique et par rapport à la fréquence. Donc là, en fait, on se rend compte que on a intérêt d'avoir un flux magnétique important, d'où l'intérêt d'optimiser l'antenne d'émission. On a intérêt d'avoir une surface de boucle importante. Donc comme on a vu pour l'antenne d'émission, c'est pareil pour la réception. Et là, alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a envie d'avoir en fait une variation du flux plus importante. Parce que si le flux varie 2 fois plus vite, la tension sera 2 fois plus élevée. Alors c'est un peu en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure où je voulais avoir une fréquence basse. Je maintiens ma position d'avoir une fréquence basse parce qu'en fait, là l'augmentation serait linéaire. Par contre, l'atténuation avec le milieu, elle est exponentielle. Et l'exponentielle est plus forte que le linéaire. Donc j'ai quand même intérêt à avoir une fréquence basse. Comme pour l'émission, j'ai les mêmes paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Par contre, je ne vais pas m'intéresser sur les mêmes paramètres. Là, donc le diamètre et le poids, ça c'est pareil, parce que même si je suis en surface, si j'ai une heure de marche d'approche pour arriver à la verticale du trou, j'ai envie d'avoir un truc pas trop lourd. Et si en plus il y a de la forêt, un truc pas trop encombrant pour pouvoir me déplacer. Mais la nouveauté, c'est la bande passante. La bande passante, qu'est-ce que c'est? Ben là, j'ai une fréquence d'émission. Mon antenne va pas laisser passer uniquement cette fréquence, mais aussi les fréquences voisines, qui sont un peu à côté, sur une certaine largeur de bande. Donc si je veux une antenne sélective qui ne fasse passer que la fréquence que je veux écouter, et non pas des bruits naturels ou les bruits industriels comme les harmoniques du 50 Hz, il faut que j'ai une bande passante la plus étroite possible. Donc qui dit bande passante étroite dit du coup mon delta W petit, et comme il est au dénominateur, ça me fait un Q, donc un facteur de qualité élevé. Donc ça va mettre des contraintes sur ma résistance, mon inductance et ma capacité. Et le temps de réponse, ben, comme je veux transmettre des données, il faut qu'il soit le même que, si possible, que l'émetteur. Je travaille sur la même fréquence, donc du coup, le produit LC doit être le même. Par contre, la surtension, là, j'en ai pas besoin. Je vais plutôt m'intéresser sur le bruit thermique. Le bruit thermique, c'est un bruit qui est généré naturellement par le fil qui constitue l'antenne. Et c'est un bruit qui va me cacher le signal de ma balise. Donc j'ai intérêt à ce que ce bruit soit le plus petit possible. Donc on voit qu'il dépend de... Bon, KB c'est une constante, c'est la constante de Boltzmann, je peux rien y faire. T c'est la température. Donc j'aurai des moyens, je mettrai mon antenne dans de l'azote liquide pour la refroidir. Mais bon, on est raisonnable, on va pas le faire. R c'est la résistance du fil. Ah bah là c'est facile. La résistance, hop, je me renvoie sur le fil, ça va m'imposer un gros diamètre de fil et une petite longueur, dans la limite du poids que je me suis fixé, en vert ici. Et ensuite, le delta F, c'est en fait c'est ma bande passante. On a déjà vu qu'on essayait de la minimiser, donc il faut d'autant plus la minimiser pour réduire ce bruit. Et bon, après, pour plus de détails, je pense qu'on le verra dans une deuxième partie, mais si j'applique ce principe, qu'est-ce que ça va me donner sur mon antenne? Voilà, je me suis fait un cadre de 50 cm de côté et de 3 mm d'épais. Donc là à droite, on voit l'épaisseur. Là, j'ai vraiment 3 mm entre mes deux plaques de plexiglas qui me contiennent l'antenne. Et là, on voit bien que du coup, si le flux magnétique rentre dans l'antenne de manière perpendiculaire, et ben du coup, il va prendre toute la surface et j'aurai une tension élevée. Et si par contre, je tourne l'antenne de 90 degrés pour présenter la tranche au champ magnétique, j'aurai que 3 mm et du coup, j'aurai quasiment pas de flux qui va traverser l'antenne et j'aurai pas de tension. Je vais repartir un peu sur le bruit. Donc là, j'ai mis sur l'axe vertical la tension. C'est la tension que me donne ma balise. En rouge, c'est ma référence. À partir de ça, j'aurai d'autres bruits. Le bruit naturel, on a vu, lié aux orages et aux phénomènes météo.
idéalement, il faut qu'il soit plus petit que le signal que je reçois de ma balise. Sinon, il va me brouiller puis j'aurai rien. J'aurai aussi le bruit industriel, donc le 50 Hz des lignes électriques. Lui, il est bien plus élevé que le bruit naturel, mais par contre, il a le mérite d'être déterministe. C'est-à-dire que je sais que c'est du 50 Hz et tous les multiples entiers de 50 Hz. Donc, de manière électronique et logicielle, je vais pouvoir faire des filtres pour supprimer ces fréquences-là. Donc lui, il existe, mais je le supprime, il m'embêtera pas. Et après, j'ai d'autres bruits liés à mon électronique. Donc le bruit thermique, on a vu qu'il faut baisser la fréquence et réduire la bande passante, ok. L'amplificateur électronique, eh ben, il va falloir que je choisisse des amplificateurs à très faible bruit. Le convertisseur analogique numérique, c'est pareil, il y a plusieurs types de convertisseurs, des 10 bits, 12 bits, 16 bits, 24 bits. Il faut que j'en prenne un qui me donne un bruit très très petit. Et après, j'ai les bruits numériques. C'est-à-dire que je vais tout numériser et faire des calculs, je vais faire des filtrages numériques, des intégrateurs, et il faut que tout cela ne me génère pas plus de bruit que le bruit naturel. Donc, pour résumer, le bruit industriel, il est important, mais on peut le filtrer, donc il va pas m'emmerder. Le bruit naturel, ben alors lui, je peux rien faire, donc on fait avec. Et tous les bruits qui sont directement liés à la conception électronique et logicielle de ma balise, il faut que je fasse extrêmement attention à ce qu'il soit plus petit que le bruit naturel. Donc ça va mettre des contraintes, on va dire, en termes de coût et de complexité, mais il faut le faire et ça mérite, ça vaut son pesant d'or de le faire. Et à noter que si donc tous les traits en bleu sont 2-3 ordres de grandeur plus faibles que le bruit naturel, dans ce cas-là, je peux, à supposer que le bruit naturel soit plus élevé que ma balise, parce que je me suis énormément éloigné de l'émetteur, il y a des moyens de traitement numérique de signal pour extraire le signal noyé dans le bruit naturel, à hauteur de 40 dB, donc presque entre 100 et 1000 fois, je peux retrouver le signal qui est noyé dans le bruit. C'est des techniques qui existent, hein. Typiquement les satellites GPS, ils émettent uniquement 20 watts de puissance, ils sont à plus de 400 mètres de nous, le signal quand il arrive sur Terre, il est noyé dans le bruit, mais si on connaît la fréquence qu'on veut observer, on est capable de déterminer, de retrouver le signal noyé dans le bruit. Et c'est ce que je fais avec mon système. Avec différents filtres. Donc il y a déjà des filtres analogiques sur la carte. Et en numérique, je remets des pré-filtres où je renvoie à plus de 20 dB les harmoniques du 50 Hz. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les réseaux, les bruits industriels liés à EDF, je le supprime complètement avec ça. Ensuite, j'ai fait un verrouillage de phase pour me bloquer sur ma fréquence. Mais ça, on en parlera peut-être dans la deuxième partie pour les personnes qui sont intéressées. Et dans ce verrouillage de phase, j'ai un autre filtre qui finit de m'enlever complètement les harmoniques du 50 Hz. Et en résumé, donc j'ai parlé beaucoup de décibels au début. On avait vu qu'on pouvait, on avait jusqu'à 120 décibels de perdu dans le transfert entre l'émetteur et le récepteur. Ce que j'ai fait comme solution, c'est que j'ai mis un gain avec un très faible bruit en préampli de 40 décibels, suivi d'un autre gain de 40 décibels. Donc là, ça me fait 80 décibels de gain. 100 décibels avec mon convertisseur analogique numérique qui a un gain programmable. Hop, j'arrive à 140 décibels en utilisant un ADC avec 24 bits, ce qui me donne une dynamique énorme. Et du coup, les filtrages me permettront de profiter de ce gain. Et ensuite, la détection du signal qui est noyé dans le bruit me rajoute 40 décibels de gain. Donc, comparé au schéma qu'on a vu tout à l'heure, on a un excellent système qui permet de détecter le signal, on va dire jusqu'à 300 mètres de distance. Alors après, tout dépend aussi de la puissance qu'on mettra au niveau de l'antenne d'émission. Parce que si je double
enfin si je fais un x10 sur la puissance, du coup, ben forcément, au niveau de la réception, ben, j'aurai moins besoin d'amplifier. Dans la pratique, qu'est-ce que ça me donne? Donc là, j'ai fait un schéma où j'ai mis la distance. La distance, en fait, j'ai tiré dans le champ mon fil d'Ariane qui était métré avec un scotch tous les 5 mètres. Et tous les 5 mètres, j'ai regardé la tension que j'avais aux bornes de ma balise, de mon antenne de réception. Donc quand je suis prêt on va dire à moins de 30 mètres, ben, l'antenne elle sature, je suis taqué. Par contre, au bout d'un moment, hop, ça décroît très très vite. En fait, ça se décroît au cube de la distance. Donc là, on a une courbe en 1 sur R3. Et en fait, pour faire de la radiolocalisation, l'idéal, c'est de choisir un gain. Donc là, j'ai un gain, j'ai fait l'essai avec 40 décibels. Un gain où, en fonction de la distance présupposée entre l'émetteur au fond de la grotte et le récepteur en surface, il faudrait que je sois à peu près ici, on va dire, à 40 mètres. Si jamais j'ai une revanche de 60 mètres, dans ce cas-là, il faudrait que je prenne un gain plus élevé qui passerait ici. Bon. Par manque de temps, j'ai pas fait tous les essais, tous les gains, parce que ça me prend beaucoup de temps. Je pense le faire prochainement pour pouvoir le présenter sur la deuxième partie de la conférence. Le champ magnétique, pour bien comprendre comment faire pour le retrouver, il faut avoir une idée de sa forme géométrique. Donc là, j'ai fait une vue en coupe et en plan. Donc au moins ça parle au spélo. Hein. La coupe, c'est vertical, et le plan, c'est vue d'avion. Donc si je regarde uniquement à gauche la vue en coupe, la balise, c'est le petit trait noir au centre du schéma, et on voit que j'ai les lignes de champ qui fuient d'un côté par le haut, qui s'écartent de la balise, et qui rebouclent pour rentrer dans la balise par le bas. Comme la balise d'émetteur, c'est un cercle, on a vu qu'il y avait un axe de symétrie, en fait, les lignes de champ que je vois à droite, ben, c'est les mêmes que je vois à gauche. C'est aussi les mêmes que je vois devant, que je vois derrière et que je vois sur les côtés. Ce qui fait que la vue en plan, eh ben, j'ai la balise au milieu et j'ai toutes les lignes de champ qui vont irradier comme les rayons d'une roue. Donc maintenant, comment faire pour exploiter ces lignes de champ dont les équations en fait elles sont connues par des formules mathématiques. Le plus simple, par exemple, donc là, on va dire la balise, elle est à la cote 0, et la surface, on va dire en rouge, je suis à la cote 40 mètres de surface. Le trait rouge, c'est la balise. La balise, je l'ai posée de manière horizontale. Quand je suis dans l'axe de la balise, je vois que j'ai un maximum de lignes de champ qui traversent ma balise. Si maintenant je me décale sur le sol, donc je marche et je m'écarte un petit peu, au point B, en fait, je vois que la ligne de champ est horizontale. Donc si je tiens la balise horizontale, ben, j'ai une ligne de champ qui va passer sous la balise, une qui va passer au-dessus, mais j'aurai aucune ligne de champ qui va traverser la balise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais me déplacer du point A au point B, j'ai l'intensité de l'énergie reçue par la balise qui va décroître jusqu'à être nulle au point B et qui va re-augmenter au point C. Puis au bout d'un moment, je vais être en dehors de la portée du système et ça va rebaisser à nouveau. Si je me mets sur un plancher à 80 mètres au-dessus de ma balise, on voit que c'est pareil. Au point A, j'ai des lignes de champ maximum, moins qu'au point qu'à 40 mètres, parce que si je prends la ligne de champ à gauche, là, qui traverse la bobine en A, on voit qu'elle fuit et qu'elle ne traverse pas la bobine verte à 80 mètres. Donc, j'aurai moins de lignes de champ qui vont traverser la bobine, j'aurai moins d'intensité, mais j'aurai toujours de l'intensité. Et quand je vais me décaler, ben, pareil, à un moment donné, la ligne de champ sera horizontale et le signal va disparaître. Si vous êtes observateur, et je sais que vous l'êtes, vous voyez que au point 3, la ligne de champ est horizontale. Elle est aussi horizontale au point B, mais elle est aussi horizontale, en fait, sur toutes les lignes de champ, et à un moment donné, elle est horizontale. Que se passe-t-il si je relie tous les points où la ligne de champ est horizontale?
ça me fait une droite. Ça me fait une droite. Une droite et, comment dire, une droite qui passe par le centre, par la balise. L'angle de la droite, je le connais. Il m'est donné par les équations des lignes de champ magnétiques. Je connais l'angle en bas au niveau de la balise. Maintenant, si on a pris la précaution de mettre la balise verticale et qu'on a pris la précaution du coup quand on se balade à 40 ou à 80 mètres de prendre une courbe de niveau pour être aussi à plat, dans ce cas-là on a un angle droit, on a un triangle rectangle. Et si vous avez des souvenirs de Pythagore de votre jeunesse, ben vous savez qu'un triangle rectangle dont on connaît un angle et une distance, on peut connaître la distance de tous les autres côtés. Et là, ce qui est facile à faire, c'est de mesurer la distance entre la verticale de la balise et l'endroit où le signal disparaît parce que les lignes de champ sont horizontales. Dans ce cas-là, je connais la distance horizontale, je connais l'angle. De manière mathématique, je peux calculer la profondeur de la balise. C'est, on va dire, extrêmement simple. Bon, la vue en plan, je vais y aller vite. En fait, on va dire qu'au début, on est au point 1, où on est en dehors de la portée, on n'a pas de signal. Arbitrairement, on va se déplacer sur une direction donnée, donc la droite en pointillé. Quand on considère qu'on a du signal, dans ce cas-là, je vais mettre l'antenne verticale, et je vais la faire tourner sur l'axe vertical, jusqu'à ce qu'elle soit dans le plan d'une ligne de champ. Et là, le signal va disparaître. Donc ça va me donner une direction, une droite, qui passe par le centre de la balise. Donc ensuite, il me suffit de me déplacer arbitrairement de 50 mètres de côté et de refaire l'opération. J'obtiens une deuxième droite. Comme je suis un plongeur, je prends mon fil Ariane pour matérialiser les lignes au sol. Elles vont se couper en un seul point, qui correspond à la verticale de la balise. Bon, là, c'est un schéma pour trouver la profondeur si on ne veut pas faire de calcul, mais je ne vais peut-être pas trop rentrer dedans. Je vais vous montrer une petite vidéo. Je me suis inspiré d'un tracker solaire pour orienter mon antenne sur les deux axes de manière automatique. Donc j'imagine que vous voyez la vidéo. Donc là j'ai un cadre qui tourne sur un axe vertical. Donc il va me déterminer en fait quand est-ce que j'aurai un 0, donc quand est-ce que je suis aligné sur une ligne de champ. Et une fois que je suis aligné sur la ligne de champ, je vais l'arrêter. Et je vais faire tourner sur l'axe horizontal. Et lui, c'est pareil. Je vais avoir du signal, et quand je vais être perpendiculaire, enfin parallèle à une ligne de champ, le signal va disparaître. Donc je la fais tourner un tour, deux tours, comme ça à chaque fois, j'adapte le gain automatique pour avoir une tension optimum. Et quand je suis pile poil sur un angle où j'ai pas de où j'ai plus de, comment dire, de signal, c'est que je suis parallèle à une ligne de champ. Et maintenant, si vous regardez bien, eh ben, j'ai deux angles dans le plan horizontal entre entre le cadre fixe et le cadre qui tourne. Ben, cet angle-là me donne la direction où marcher pour me diriger vers la verticale de la balise. Et l'angle dans le plan de l'axe horizontal, donc celui-ci, me donne en fait la pente de la ligne de champ que je vais utiliser pour calculer la profondeur. Voilà. Ce qui me reste à faire, mais c'est que j'ai pas encore eu le temps de faire, c'est que dans le petit boîtier noir, je vais mettre un accéléromètre numérique et une boussole numérique. Comme ça, quand l'antenne s'arrête sur les minimums, je sais exactement les inclinaisons et les pentes qui vont bien. Voilà, donc je reviens maintenant à la présentation. Et voici en fait, quand ça va tourner, en fait, je vais avoir un signal qui est exprimé en sinus de l'angle. Donc le sinus, en fait, c'est la courbe en bleu, comme ça. Et le fait de jouer avec les gains et d'amplifier le signal, c'est-à-dire que je vais augmenter mon sinus vers le haut,
Donc c'est ma courbe en rouge. Bon, jusqu'à le faire saturer. Par contre, l'intérêt, c'est que la bande où le signal est nul devient extrêmement faible. Et du coup, je vais être d'autant plus précis. Voilà. Je finis, là, je n'ai plus pour que 2-3 minutes sur la transmission de données. J'ai choisi en fait de faire un changement de phase pour transmettre les données. J'aurais pu faire un changement d'amplitude, mais si je diminue l'intensité de mon signal, bah, du coup, j'irai pas bien. Je pourrais pas transmettre de données quand je serai loin. Et ensuite, donc la modulation de phase, c'était plus pertinent. Et j'ai fait 2 phases, donc 0 et pi, pour avoir en fait un écart le plus important entre les 2 phases, et du coup être le plus robuste aux perturbations quand je serai éloigné, quoi. Et bien sûr, en prenant garde à ce que les fréquences de changement de phase restent compatibles avec la corde de ma bobine et surtout la PLL. Donc juste pour donner une image de ce que ça veut dire, voici en jaune. En jaune, c'est l'oscillation de ma bobine. Et à un moment donné, ici, vous voyez, et en rouge, c'est la commande. Donc vous voyez qu'un coup, je commande vers le haut, un coup vers le bas. Donc c'est faut se remémorer le schéma où je présentais l'oscillateur. Et là, d'un coup, j'ai oublié de faire une oscillation, enfin une commande vers le bas, et j'ai fait une commande vers le haut 2 fois plus longue, ce qui me force à faire un changement de phase. Et on voit que du coup, le signal oscillatoire que j'avais avant, il est déstabilisé, il atténue, et hop, il se reconstruit, et ce n'est que au bout de 15 millisecondes qu'il est de nouveau en régime établi. Ça veut dire qu'il me faut 15 millisecondes pour changer de phase et transmettre une donnée. Ça, c'est côté émetteur. Malheureusement, côté récepteur, avec tous les filtres que j'ai fait pour enlever le 50 Hz et pour la PLL, ça me rajoute un délai et je peux détecter le changement qu'au bout de 100 millisecondes. Mais 100 millisecondes, en fait, ça me fait 8 bits par seconde. Donc si je veux transmettre une donnée par minute, c'est largement suffisant. On arrive au bout de la présentation. Donc voilà, c'est peut-être le moment de faire des échanges. Et si vous avez des questions, je peux y répondre. Du coup, je vais peut-être regarder le chat et demander à l'aide d'Alexandre. Oui, pas de problème. Merci pour ta présentation, Olivier. Moi, j'ai trouvé ça clair et très intéressant. Là, on a tous les ingrédients pour fabriquer notre bobine. Merci beaucoup. On a une question dans le chat de Sébastien qui demande que penser de l'ARVA. C'est une bonne idée pour les petites distances. Alors, l'ARVA, c'est pas les mêmes fréquences, c'est du 455 kHz. Donc, c'est des fréquences plus élevées, donc elles seront atténuées beaucoup plus rapidement. Mais alors, pour les petites distances, on peut dire que ça va bien, sauf qu'il y a un inconvénient, c'est qu'il faudrait se procurer un très vieil ARVA analogique avant les dernières normes, parce que maintenant, les ARVA, ils ont 3 antennes orthogonales et ils émettent dans toutes les directions. Donc en fait, le champ magnétique, on va forcément le retrouver, mais on ne saura pas si c'est l'antenne en X ou en Y ou en Z qui a émis. Et du coup, je pense que ce sera très compliqué de retrouver l'orientation. D'accord. Une autre question Donc, aussi. Oui, vous voulez ajouter un complément? non, enfin, donc du coup, si on a un vieil ARVA analogique, mais qui a peut-être plus de 15 ans d'âge, c'est jouable. Mais avec les derniers modèles numériques, je pense qu'il faut oublier. D'accord. Sébastien avait une autre question aussi. Il évoquait les kits proposés par Brian Pease. Donc je suppose que c'est un kit pour fabriquer une antenne. Et Ouais, tout à fait. il demandait ce que tu en pensais. Alors, du coup, je me suis un peu inspiré de ce qu'a fait Brian, hein. Donc lui, il fait une démodulation
quadratique comme j'ai fait, sauf que lui en fait il est resté uniquement en mode analogique. Donc il profite pas, on va dire, des traitements numériques de signal qu'on peut faire en passant en numérique. Euh, concrètement, euh, concrètement, il va perdre le signal plus vite que moi. Donc moi, pour une même puissance d'émission, je pourrais détecter le signal plus loin grâce au traitement numérique. Mais ça reste un excellent produit et dont j'ai copié largement, je peux le dire. Hein, je me suis inspiré de sa démodulation synchrone dans ma gestion de PLL. D'accord. Ok, merci. On a une question de Solveig aussi, donc qui te remercie pour la présentation. Et elle se demandait, au niveau du récepteur, pourquoi ne pas utiliser une bobine avec plein de tours et des ferrites aussi? Demande si c'est pour des Ah, erreurs d'onde. Ouais, ah, ah, ah. Bah, le problème de la ferrite, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais comment dire, c'est comme un aimant à champ magnétique. Euh, faut que j'ai trouvé une image. En fait, ça va déformer les lignes de champ. Un peu comme les astrophysiciens disent qu'un trou noir va déformer l'espace-temps. Ben là, si je mets une ferrite, va déformer en fait le champ gravitationnaire. Si je mets une ferrite, ça va me déformer le champ magnétique. C'est-à-dire que ça va prendre des lignes de champ qui sont extrêmement loin et ça va les canaliser dans la ferrite. Mais du coup, je serai moyennement directif. Alors il me faudrait une ferrite extrêmement fine et extrêmement longue. Mais j'ai préféré avoir une grande surface et pas mettre de ferrite. d'accord. On Le, a des questions le- aussi de. Oui, ouais, on ça a- vaudrait peut-être le coup d'essayer et de faire une antenne ferrite pour voir. Mais c'est pas la solution que j'ai retenue, on va dire, instinctivement. Hein. d'accord. On a aussi des questions de Jacques sur le coût du projet. Alors la balise que je vous ai présentée, l'ensemble émetteur et récepteur, m'est revenu à 400 euros. 400 euros. En gros, j'ai un tiers du prix, c'est que le cuivre. Un tiers du prix, c'est tout ce qui est l'électronique, c'est-à-dire la batterie, le processeur, l'ampli de puissance. À la fois, oui, alors j'ai pas présenté la réception, mais côté réception, j'ai aussi un afficheur à cristaux liquides là, qui m'indique les données. Et le dernier tiers, en fait, bah, c'est de la petite mécanique, c'est le prix du tube plexiglas à la fois, et puis des plaques pour faire la réception. Et, et à supposer que comment dire, les événements actuels ont fortement fait augmenter le prix du cuivre. Donc là, s'il fallait en refaire aujourd'hui, ça serait peut-être un peu plus que 400 euros, quoi. D'accord. Avant de donner la parole à Daniel Chailloux, je pense il a plein de questions à te poser. Et il y avait une question de Denis. Donc, est-ce que tu envisages de faire une petite série pour éviter que chacun ne développe sa propre balise? Évidemment, je serai prêt à participer au développement. Alors dans l'idée, oui. Alors je m'étais déjà engagé auprès du Spélo Secours à leur faire trois balises. Donc euh, je me suis rendu compte que bobiner c'est extrêmement long. Donc à tel point que du coup pour la dernière j'ai préféré me construire un outil, un mandrin rotatif et avec un guide pour bobiner de manière automatique. Donc cet outil, je l'ai fait, effectivement, il faudrait le capitaliser pour bobiner d'autres trucs. Euh, oui, mais je vais pas en faire 50. J'en ferai peut-être une petite dizaine, mais ou alors je peux refaire les cartes électroniques et donner un kit, et puis chacun se la bobine, parce que c'est quand même le plus chiant à faire. Ouais. Mais on peut faire un kit et puis imaginez se faire une soirée et puis chacun dans son coin se bobine et se monte la balise. Ouais.
Et oui, ça peut être fait sous la forme Ouais. Donc c'est vraiment le bobinage qui prend du temps, qui techniquement est assez compliqué à réaliser. Oui, parce qu'après, le logiciel, une fois qu'il est fait, ça coûte rien de le dupliquer. La carte électronique, j'ai fait un jeu de 5, mais je peux très bien refaire une création de composants x10 ou x20 s'il faut. Ensuite, pour faire la découpe de l'antenne de réception, là, j'ai toujours on va dire un patron pour savoir où percer, où comment découper. Donc ça, effectivement, faut le capitaliser maintenant et on peut en faire plusieurs. Mais ce qui est pénible, ouais, c'est de bobiner, ouais. Et ça demande pas de compétences ou d'adresse particulière. C'est juste de la manipulation qui est un peu fastidieuse. Exactement, ouais. D'accord. Je propose de laisser la parole à Daniel Chailloux. Je pense qu'il a pas mal de questions à te poser. Daniel, si tu veux prendre la parole. Ok, merci. Bon, bravo à toi, Olivier, parce que vraiment, bon, ça a été très technique, mais tu as été extrêmement clair dans toutes tes explications. J'ai trois petites remarques à te faire. La première, sur la diapo numéro 6, tu parles du Z. Bon, c'est un axe vertical, mais il n'est pas mentionné sur ton schéma alors qu'il est dans ta formule. Voilà, c'est juste une petite précision à rajouter dans ta diapo. Le deuxième point, c'est Oh la la vache. détermination. Pardon? Ouais, Ouais. ok, Euh, ouais, je t'écoute. ok. Le deuxième point, c'est la détermination de la profondeur. Donc, tu as expliqué comment tu allais te déplacer sur le terrain, par exemple pour des grandes profondeurs. Donc, tu vas être obligé de te déplacer très loin de la verticale de la balise. Et dans ce cas-là, bon, la méthode n'est pas très, très pratique puisque lorsque tu es par exemple en forêt, tu peux pas, ta cordelette, tu peux pas la tendre aussi facilement que cela. Donc il y a peut-être une autre méthode enfin tu la connais, on la connaît tous, la méthode de Mm. la mesure de l'angle de champ avec une formule qui est relativement, c'est une formule qui est un peu compliquée, mais sur une petite calculette ou directement sur une petite application sur ton téléphone, tu peux très bien résoudre l'équation donnée par cette formule de l'angle de champ. Et la troisième remarque, c'est sur la vidéo qui est très très bien faite, hein, tu as poussé le bouchon très loin. C'est la vidéo d'orientation de l'antenne de réception. Donc ça marche très bien. Bon, ça marche très bien dans ton labo ou chez soi ou dans un atelier, mais sur le terrain, je vois pas trop. Bon, déjà il faut monter tout le bazar là-haut sur le terrain et c'est pas très très pratique. Voilà, c'est les simples, voilà, des remarques. Ouais, voilà, hein, c'était histoire de causer quoi. Mais ta présentation techniquement, elle est parfaite, c'est vachement bien. Tu as abordé tous les problèmes avant d'aborder la seconde partie que j'attendrai avec impatience. Voilà. J'ai juste donc je posais une deuxième je faisais une autre remarque sur le chat. La basique 2, je ne sais plus qui en a parlé, la basique 2 de Brian Pease, un système de radiolocalisation qui permet la 2 puisqu'il existe la basique 1 et la basique 2. La basique 1 a une portée maximum de 20 mètres et la basique 2 a une portée maxi de 30 mètres. Donc moi j'en ai fait plusieurs. J'en ai une personnellement et j'en ai fait pour des amis qui voulaient une balise à moyenne portée pour pouvoir faire du recalage de topo ou faire des mesures de profondeur, hein, c'est tout. Dans des carrières, en particulier dans des carrières souterraines, où il est bon de savoir un petit peu l'épaisseur de recouvrement qu'il y a entre, je sais pas moi, un village et puis la carrière qui se développe en dessous. Donc ça a été très efficace, c'est très efficace. Donc la balise, elle est relativement facile, elle est très facile à faire. Brian Peace vend le kit. Donc si vous achetez le kit, il vous vend tous les composants, y compris la boîte, le boîtier. Le boîtier est à percer, hein, la face avant du boîtier est à percer pour la basique 2. Et si mes souvenirs sont bons, vous allez en avoir pour
au total avec le cuivre pour faire l'antenne d'émission et de réception, puisque l'antenne sert d'émission et de réception, puisque le système est bidirectionnel, hein. Ça, c'est un gros avantage de cette balise. Vous dupliquez, quand vous achetez 2 kits, et c'est exactement le même câblage, il n'y a pas un émetteur et un récepteur. Chaque kit fait émission et réception. Vous avez un petit interrupteur à basculer et vous pouvez envoyer du morse également. Alors, le kit, au total, vous revient à 200, on va dire, allez, j'arrondis à 240 €, avec le cuivre compris, hein. Et le cuivre, on peut le commander en France ou en Angleterre. C'est du fil très très fin. Et là, bon, moi j'ai écrit un papier pour bobiner l'antenne de réception à l'intérieur d'un cerceau de gymnastique acheté chez Decathlon, un anneau de 50 cm de diamètre. Donc l'antenne est relativement petite, facile à transporter. Le fil de cuivre est protégé par cet anneau. Et puis le boîtier est tout petit aussi. Il fait à peine 10 cm de long sur 7 de large et 5 d'épaisseur. Voilà. Vous avez un casque et vous écoutez le signal. Voilà. Alors, l'autre antenne à laquelle Olivier faisait référence, l'autre dispositif, c'est le dispositif également de Brian Pease, qui a développé certainement la balise actuellement analogique la plus performante, puisque à l'intérieur il y a un filtre extrêmement pointu, puisqu'on filtre sur 1 Hz, donc le signal est contrôlé par un quartz, comme Olivier le fait, mais dans la partie réception, vous avez un filtre de 1 Hz qui vous permet de ne choper que le 3496 Hz, donc ça marche à 3500 Hz, on va dire. Et donc là, on élimine, on peut faire la radiolocalisation sous des lignes haute tension, ça fonctionne parfaitement bien. Donc on a une discrimination du signal extrêmement pointue, et on arrive... les balises que je fabrique, elles sont, comme le dit Olivier, ce sont des balises cylindriques. C'est beaucoup plus facile à transporter sous terre. Elles sont en plus étanches et elles permettent aux plongeurs d'allumer ou d'éteindre la balise jusqu'à... Bon, mes balises, mes tubes font... j'ai demandé à les éprouver à 100 mètres de profondeur. Donc ces balises, elles se baladent dans les siphons. On accroche la balise, soit on la suspend, soit elle est suspendue par un parachute et ensuite un parachute de plongée. Donc la balise va flotter au milieu de la galerie noyée. Elle est lestée en bas par un poids, par un caillou, s'il y a. Voilà. Donc mes balises étanches, elles passent 120 mètres de roche. Voilà. Olivier, encore une fois, bravo et merci pour tes explications. Merci à toi. Je te renvoie les compliments. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, pour le filtre de 1 Hz, effectivement, après, une fois que je suis passé dans le domaine du numérique, les filtres, je rejette en effet complètement le 50 Hz, on le sent plus du tout. Une autre remarque que tu as faite, effectivement, sur la réversibilité de faire un émetteur qui fasse aussi récepteur et un récepteur qui fasse aussi émetteur. En fait, je me suis confronté au problème quand j'ai voulu faire de la transmission. Pour l'instant, en transmission, en fait, je transmets que la tension de la batterie et puis un capteur externe où j'ai mis un capteur de pression. Mais c'est que dans un sens. Et effectivement, quand on regarde un petit peu, j'ai envie de dire qu'il faut toujours une antenne qui soit dédiée à l'émission pour être directive et une antenne dédiée à la réception. Mais par contre, si on ne veut pas faire de radiolocalisation dans l'autre sens, dans le sens descendant, effectivement, la balise d'émission, on peut la dimensionner aussi pour qu'elle fasse émission. Et la balise qui est sous terre avec la ferrite, eh bien, effectivement, on ne sera peut-être pas directif pour la réception, mais par contre, on aura quand même le signal. Donc en fait, les deux antennes peuvent fonctionner aussi bien en émission et en réception. Et le prototype sur lequel je travaille actuellement, effectivement, j'ai mis l'ampli de puissance aussi dans l'antenne de réception pour faire les deux. Et
Et l'intérêt, c'est du coup, bah, quand on fait de la communication, bah, l'intérêt il est évident, quoi. Mais même pour faire de la radiolocalisation, par exemple, si on veut assurer le coup et qu'on va mettre l'émetteur à 100 watts et qu'en cours de route, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas loin et que on pourrait baisser la puissance, par exemple, que à 10 ou 5 watts, ben dans ce cas-là, le poste en surface pourra émettre, on va dire, entre les bips, émettre pour que le poste qui est sous terre reçoive un signal comme quoi il émet trop fort et il baissera sa puissance. Et du coup, ça va augmenter la durée de l'opération, quoi. Donc Mhm. oui, je pense que c'est effectivement, on va aller là-dessus dans un proche avenir. Ok. Et d'autant plus aussi si on veut faire du SMS avec, c'est bien beau d'envoyer un message, mais si on n'a pas de réponse, ça n'a pas trop de sens, quoi. Ouais. Ok, merci pour cet échange très riche. Il y a encore quelques questions. Donc, on a une question de Gaëtan qui demande est-ce que les antennes déjà faites d'Arcana peuvent être récupérées pour l'utiliser avec ton électronique? Alors oui, parce que moi, une des premières antennes que j'avais faites, c'était l'Arcana. Par contre, je suis pas sur la même fréquence exactement. Donc, il faudra la capacité d'accord. Et ensuite, au niveau du diamètre de fil et nombre de tours, comment dire, comme j'ai pas pris les mêmes contraintes que l'Arcana, du coup, je suis pas arrivé sur les mêmes fils. Donc, ça sera moins optimum, mais il n'y a pas raison que ça marche pas. Ouais. Et merci. Donc, on a une question d'Yves qui demande est-ce que les fichiers Gerber, alors là, je ne sais pas trop, des circuits sont disponibles pour le récepteur en particulier? Alors, oui, je peux le mettre à disposition. Je l'ai pas encore fait. Ensuite, ce sera ceux du premier proto, parce que du coup, le deuxième proto, là, je suis en train de refaire des mesures pour le qualifier. Et à la rigueur, tant que c'est pas fini, je vais pas le diffuser. Mais je pense que je peux envoyer le premier, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt, et puis le deuxième, une fois que je l'aurai qualifié, voir si je suis amené à le modifier, je le diffuserai à ce moment-là, ouais. Ok. Ouais, l'idée, c'est vraiment, excuse-moi, c'est vraiment on va dire de faire du partage et puis de donner à la communauté toutes les infos que j'ai réussi à glaner à droite à gauche et puis à produire, ouais. Ok. On a une nouvelle question de Solveig, donc qui nous demande qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser les formules, par exemple au point où on capte le plus en surface et remonter au Z auquel ça correspond? C'est parce qu'on ne connaît pas le mu0. Je ne sais pas si tu as bien compris la question. Ouais, je pense qu'il fait référence à la diapositive, toujours la 6, celle-ci, là. Donc, oui, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, quand je fais une radiolocalisation en voyant l'intensité du signal, tout de suite, je peux déterminer, je peux te dire si je suis à 20, 30 mètres, ou plutôt si je suis dans les 80 ou 100 mètres. Donc effectivement, je peux récupérer l'intensité du signal, en faire la racine cubique et récupérer le Z. Euh, et je vais même aller un peu plus loin, parce que du coup, on peut faire plein de choses comme ça. Alors, Une idée que j'avais aussi, enfin, ouais, disons, ouais, pour répondre à la question, oui, on peut faire la formule inverse et récupérer le Z. Ouais. Ce sera excuse-moi Olivier, pas super précis parce que ça va dépendre de la conductivité de la roche. Et la conductivité, si on sait pas si on est sur une roche, on va dire compacte et sèche à faible conductivité ou une roche feuillée et humide, du coup on aura une imprécision, mais dans l'idée, oui, on peut. d'accord. Est-ce que quelqu'un a encore une question à poser dans le chat? Ouais, c'est Fred. Non, mais ce Oui. qu'il faut rappeler quand même, c'est que les calculs par les méthodes entre guillemets trigonométriques sont beaucoup plus précises pour la profondeur
que l'histoire de l'intensité. Donc on peut le faire, mais ça Oui. sera toujours moins bon parce que mathématiquement, on n'a pas cette conductivité. Il faut quand même pas que les gens partent un peu là-dessus. C'est pas la bonne méthode. Ça donne une idée, mais c'est pas la bonne méthode. Alors après, ouais, mais c'est marrant, mais j'ai dans mes projets à court terme de faire. En fait, ce que je voulais faire, c'est d'accorder ma fréquence, ma bobine sur deux fréquences différentes. Parce que du coup, l'inconnu, c'est la conductivité de la roche. Mais par contre, l'atténuation, elle dépend de la fréquence et de la conductivité. Donc si je fais une mesure à deux fréquences différentes, je peux déterminer la conductivité, on va dire, moyenne de la roche. Et du coup, après, je peux appliquer la formule de manière plus précise. En fait, ça peut être un système pour connaître la conductivité de la roche. C'est ce que font les hydrogéologues. Ils émettent à deux fréquences différentes et ils font les calculs pour connaître la conductivité. Ok. Donc, je pense on va clore les débats. Donc, Alexandre, je peux prendre la parole une dernière fois, s'il te plaît? oui, oui, tu voulais parler du site de Joannera? Ouais, ouais. Je sais pas s'il Ouais, est, je vas-y. sais pas s'il est sur autour de la table, mais apparemment non, je l'ai pas vu dans la liste là. Et ouais. Alors, Johan Herra, il fait partie du Spélo Club de Toulon. Il a contribué à une radiolocalisation au Liban avec Paul Courbon. Là, il y a déjà quelques années. Si vous voulez en savoir un peu plus, il faut aller regarder le Carcologia numéro 40. Et vous avez toute la description de la manip. Enfin bon, il n'y a aucun schéma électrique, mais il y a le principe de la radiolocalisation. Et ils ont fait ils ont réussi un forage à 285 mètres de profondeur. Donc c'est tombé. Ils ont fait les manips au-dessus d'un lac assez important, il faisait 30 mètres de diamètre, et ils ont fait 4 radiolocalisations en faisant tourner la piscine d'enfants, une petite piscine sur laquelle ils avaient positionné l'antenne d'émission qui faisait 2 mètres de diamètre. Et donc, Johan Herra est rentré dans la liste des gens, des personnes, des spélos qui font de la radiolocalisation lorsqu'on avait organisé avec Olivier une table ronde sur la radiolocalisation il y a 2 ans. Et il a donc depuis écrit un site, il a fabriqué un site internet sur lequel il décrit son système d'émission-réception et un distancemètre également pour faire de la mesure de distance. Imaginons qu'on ait deux galeries souterraines en vis-à-vis, quelle est la distance qu'il y a entre les deux. Donc il explique comment il fait sa manip, et le distancemètre lui permet de positionner parfaitement horizontalement l'antenne d'émission quand elle est circulaire, hein, donc voilà. Et donc son site, j'ai mis le site, et vous allez trouver exactement comme vient de le décrire Olivier, avec un petit peu moins de technique. Il décrit la fabrication de son émetteur, de son récepteur, voilà. Donc, Daniel a mis le site de Joannera dans le chat. Et décidément, Ouais. il y a beaucoup de compétences dans le Var sur ces questions de radiolocalisation. Il y a aussi un spéléo qui est au Cap de Toulon, qui s'appelle Luc Rossi, et qui développe aussi des balises de radiolocalisation. Euh, donc je regarde dans le chat s'il y a encore quelques questions. Donc Yves fait un témoignage d'antenne avec des ferrites. Peut-être Yves, tu veux prendre la parole pour préciser ton retour d'expérience? Donc peut-être que Yves est plus connecté. Donc je vous lis son commentaire. Concernant les antennes ferrites, je n'ai pas fait de mesure de sensibilité angulaire, mais je n'ai pas vu de différence flagrante pour la profondeur. J'utilise la méthode des angles en multipliant les mesures à plusieurs distances et en faisant des statistiques. Bon. Ouais.
Je vous remercie tous pour votre participation à cette conférence. Donc, on a eu une quarantaine de personnes connectées, ce qui est une très bonne affluence. Je remercie de nouveau Olivier pour cette très belle présentation et on attend avec impatience la suite. Je vous annonce aussi que, comme c'est le mois de Noël, vous allez avoir droit à une deuxième vidéoconférence en décembre, organisée par la COSI. Ce sera mercredi prochain, le 7 décembre. Ce sera une conférence de Stéphane Jaillet sur la topographie, en fait. Et le titre, je vous donne le titre de sa conférence, si je la retrouve, excusez-moi. Donc, ça sera Topographie et 3D, une image construite des mondes souterrains. Donc, voilà, le 7 décembre, mercredi prochain, 18h30. Et j'espère qu'on sera aussi nombreux que ce soir. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Merci à toi pour l'organisation et à bientôt. À bientôt, Olivier. Bonsoir à tous. Bonsoir.